Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et bien évidemment pour parler plateformes de streaming. Et ces deux sorties cinéma dont nous allons parler aujourd'hui va rester thématique par rapport à ce début d'année puisque nous allons continuer sur les films d'horreur. En général, on a 1 à 2 films d'horreur qui sortent dans le mois, exception faite pour octobre, mais ce mois-ci, ou plutôt durant cette période de Noël, nous avons 2 sorties majeures. Tout d'abord Megan, dont on a parlé dans ma vidéo de samedi dernier, qui est sorti le 28 décembre 2022, donc à la toute fin de l'année dernière, et un film qui nous arrive cette semaine, qui est L'Emprise du démon, que j'ai eu la chance de voir en avant-première, et dont on va parler aujourd'hui. Je vous laisse avec le générique, prenez-vous un petit café, on est parti. Alors, L'Emprise du démon, à ne pas confondre avec le film L'Emprise du diable qui est sorti en 2012, à ne pas confondre non plus avec L'Emprise du démon, le film de 1968. Les titres de films d'horreur, c'est un peu difficile à trouver, hein. Surtout en français, puisque le titre original de ce film-là, c'est The Offering, donc le présent, l'offrande, chose que j'aurais pu trouver très intéressant comme titre français, l'offrande, mais non, nous les Français, on a voulu un titre bien cliché, bien film d'horreur, L'Emprise du démon, ça c'est bien démoniaque, on est parti. Le film dure 1h33, il est donc de type horrifique et il va sortir le 11 janvier 2023, c'est-à-dire mercredi dans 2 jours si vous regardez cette vidéo le jour de sa sortie. À la réalisation, nous avons Olivier Park qui est à la fois scénariste et réalisateur. Il est plutôt jeune dans le milieu puisqu'il a principalement produit jusqu'à présent des courts-métrages qui lui ont permis de se faire remarquer. Et dans le peu de productions qu'il a actuellement à son actif, il semblerait qu'il se spécialise dans l'horreur. Il s'est d'abord fait remarquer en 2016 avec Vicious, un court-métrage de 12 minutes qui est disponible en ligne. N'hésitez pas à aller le voir, il est vraiment très sympathique. Il est sorti en 2015 et il me fait beaucoup penser à un autre court-métrage de 2015 qui était très bon, qui était le court-métrage Lights Out. Pareillement, si vous l'avez jamais vu, je vous le recommande. Tu sens des gens qui ont une idée dans l'horreur. Malheureusement, le court-métrage Lights Out a donné un film du même nom, je crois, si je me souviens bien, qui était pas très bon parce que ils ont pas réussi à renouveler le concept et à l'étendre sur 1h30. J'espérais que pour Olivier Park, ce ne soit pas le cas, sachant que dans son premier court-métrage, Vicious, qu'il avait fait remarquer, il y avait vraiment des trucs intéressants au niveau des jeux de lumière, au niveau de la lumière qui s'allume, qui s'éteint, l'apparition, la disparition des différentes créatures, enfin bref, il y avait des idées, et franchement, ça donnait envie d'en savoir plus. En 2017, il va sortir un court-métrage, enfin un moyen-métrage, donc un court-métrage un peu plus long, qui s'intitule Steel, et il nous revient donc 5 ans plus tard avec son premier long-métrage, ce The Offering, ou L'Emprise du démon. Au casting, il a décidé de retrouver quelqu'un avec qui il avait déjà travaillé, puisque son héros va être incarné par Nick Blood, qui jouait déjà dans son moyen-métrage Steel de 2017, et qu'on a également pu voir dans la série Close to Me de 2021. À ses côtés, il y a Emily Wiseman qu'on a pu voir dans le film de 2018 qui malheureusement n'était pas très bon, La Malédiction des Winchester, je vous le recommande vraiment pas, c'est dommage parce que la maison Winchester c'est vraiment une histoire d'horreur qui est très intéressante et qui est une maison qui est aujourd'hui visitable avec tout un folklore etc, mais le film était vraiment pas bon. On a également Alan Corduner qui avait joué en 2008 dans le film Les Insurgés et en 2017 dans le film Désobéissance. C'est un acteur qui, je vais vous en reparler dans ma critique, je trouve joue très bien, mais au final a pas tant de films à son actif. Après il fait également du théâtre, donc forcément il est un peu à cheval sur les deux médiums, mais franchement je l'ai trouvé particulièrement intéressant dans ce casting. Et on a également Paul Kaye que j'ai reconnu direct puisqu'il joue dans la série Game of Thrones, mais on a également pu le voir en 2014 dans Dracula Untold. Le casting est donc pas particulièrement intriguant ou intéressant, on a quand même des figures qui sont apparues dans des films qui sont connus aujourd'hui, mais c'est pas non plus des têtes d'affiche. On voit que le réalisateur a plutôt fait le choix de travailler avec des acteurs avec qui il est à l'aise, notamment pour son héros où il va reprendre un ancien acteur, mais sinon, honnêtement, le casting m'intéressait pas particulièrement. Plus intéressant par contre, le synopsis. Le film nous propose une plongée dans la communauté juive américaine. On va suivre un jeune homme qui revient rendre visite à son père pour essayer de se réconcilier. Ils sont, semble-t-il, brouillés depuis plusieurs années. Il vient avec sa femme qui est enceinte. Leur objectif, c'est de se réconcilier avant la naissance du bébé. C'est plutôt intéressant puisque à travers les yeux de la femme notamment, on découvre les traditions et les habitudes de cette communauté juive plutôt très pratiquante qu'on peut trouver aux États-Unis. Donc on est déjà sur un climat qui est plutôt intriguant au niveau de l'histoire. Mais malheureusement, le contexte de la visite
visite de ce jeune homme à son père n'est pas vraiment le meilleur, car le quartier et la communauté est en deuil, une jeune fille est morte, et c'est son père qui est coroner, donc qui travaille aux pompes funèbres hassidiques, donc aux pompes funèbres qui pratiquent les traditions juives, qui s'occupe du corps de la jeune fille, et qui va s'occuper des funérailles, etc. Donc ils vont vivre dans la maison du père, au-dessus de la zone où il traite les corps, et forcément, dans un film d'horreur, ça n'annonce rien de bon. Avant même de vous parler du film en lui-même, et pour être parfaitement honnête sur la façon dont j'ai abordé le film, il faut savoir que dès la bande-annonce et dès le synopsis, j'ai vu énormément d'inspirations qui m'ont fait penser à d'autres films, qui m'ont donné déjà un sentiment déjà vu qui s'est poursuivi durant tout mon visionnage. Alors, je trouve ça super intéressant d'aborder les traditions juives et la démonologie juive, parce que je trouve qu'elle n'est pas assez traitée au cinéma et que c'est vraiment intriguant, et j'ai vraiment l'impression d'en apprendre plus à chaque fois. C'est déjà le cas dans le film Possédé, que j'avais beaucoup apprécié, qui était sorti en 2012, et également dans l'intrigant The Vigil, que j'avais pas trouvé complètement abouti mais qui était également intéressant sur les traditions de la religion juive, qui lui était sorti en 2019. Pour moi, le film s'inscrit thématiquement dans la liste de ces deux films, mais il arrive à apporter autre chose, ce qui est plutôt intéressant. Par contre, et malheureusement, la thématique de la morgue, c'est une thématique que je trouve pour le coup un peu trop cliché et un peu trop vue et déjà vue. Il y a littéralement un film qui s'appelle Morgue qui est déjà sorti en 2019. Il est disponible sur Prime Video si vous voulez le voir d'ailleurs. Il est pas ouf, honnêtement, il est moyen. Ces dernières années, on a eu l'exorcisme de Hannah Grace par exemple qui est sorti en 2018, Jane Doe Identity qui est sorti en 2019. Il y a beaucoup de films qui traitent du thème de la morgue et on va dire du thème de l'étrange lié à quelqu'un qui travaillerait avec des corps humains décédés. Il y a énormément de séries également, il y a la série iZombie qui me vient en tête par exemple, ou alors très récemment, je l'ai vu hier soir, la série Vengeance qui vient d'arriver sur Netflix, donc c'est vraiment un thème qui est battu et rebattu, et pour le coup pour faire un film original, je sais pas si c'était vraiment vers ça qu'il fallait s'orienter. Et on ajoute là-dessus le côté femme enceinte qui lui aussi est déjà vu, ne serait-ce que dans le premier Annabelle de 2014, ou alors dans l'excellent Rosemary's Baby de 1968 par Polanski, qui pour moi a déjà posé toutes les bases de toutes les menaces et toutes les tensions qui peuvent planer autour d'une femme enceinte. Aborder les démons juifs, ça peut être super intéressant, mais par contre on s'attend directement à tomber dans le cliché quand on aborde le thème de la morgue ou le thème de la femme enceinte menacée par le démon. Après évidemment, ça c'était la réflexion que j'avais avant d'aller voir le film, c'est-à-dire que je me suis dit bon voilà, c'est du déjà vu, mais en soi si les ingrédients sont bons et que la recette est bien réalisée, le gâteau sera peut-être sans surprise mais peut être tout à fait excellent. Et attention, ce n'était que la bande-annonce et le réalisateur pouvait encore totalement me surprendre. Il est temps donc qu'on aborde la direction artistique. Tout d'abord, au niveau de la photographie et des décors, c'est honnêtement extrêmement classique mais plutôt efficace. Je m'explique. Il faut savoir que dans l'horreur, quelle que soit la branche que tu fais, il y a quand même des codes qui sont récurrents. Alors, il peut être intéressant évidemment de casser les codes, mais c'est pas non plus un mal de rentrer complètement dans les codes. Et là, pour moi, dans ce film, au niveau des décors, le film rentre complètement dans les codes, mais il le fait bien. Que ce soit le décor de la maison, tout en bois, un petit peu vieille bâtisse, qui donne un peu ce côté inquiétant avec plein d'angles sombres, etc., avec beaucoup de miroirs également qui vont attirer notre œil parce que le spectateur qui a l'habitude de voir des films d'horreur, il surveille les miroirs, vous le savez. Il y a quelque chose de bien pensé en fait dans la façon dont tout est arrangé. On a ce long couloir, des zones où on a par exemple deux portes et ils peuvent mettre deux portes en visuel dans un plan, ce qui fait qu'on ne sait pas d'où va venir la menace, on ne sait pas où est-ce qu'on doit surveiller. Donc ça va créer chez nous une tension qui fait que on se sent enfermé dans la maison qui est très surchargée au niveau du décor, mais en plus on passe notre temps à surveiller le moindre angle, la moindre porte, la moindre fenêtre. Donc ça c'est plutôt intéressant. La façon dont est filmée la maison est très classique, mais fonctionne en fait dans la création d'un sentiment horrifique et dans la création d'un sentiment, on va dire, d'emprise entre guillemets, puisque c'est le thème du film. En plus de ça, on a tout l'aspect donc morbide autour de la mort, où on voit beaucoup de corps humains morts parce qu'ils en reçoivent beaucoup, pas seulement ceux qui nous intéressent entre guillemets, qui font partie du scénario, et je trouve ça plutôt bien de montrer un contexte d'habituation à la mort. En plus du coup, ça démultiplie les possibilités et les angoisses potentielles du fait qu'il y ait autant de corps qui circulent, on va dire, dans la maisonnée. Ça peut être plutôt intéressant. Pareillement, j'ai trouvé intéressant de mettre en avant des traditions et des codes de la culture juive sans trop exagérer, honnêtement, c'est pas du tout surinvesti au niveau religieux, mais on met en avant des traditions qu'on n'explique pas forcément et qui peuvent être déstabilisantes, parce que c'est pas un contexte dont on a l'habitude dans un film d'horreur, on est plutôt habitué aux traditions chrétiennes, à la possession, les démons, le diable, Satan, etc. Donc ça, c'est vraiment une originalité qu'il est intéressant de mettre en avant dans le film, et en plus ça met aussi en avant des vraies traditions juives qu'on ne connaîtrait pas et qui permettraient de les découvrir. Ça peut être toujours un petit peu, on va dire, dérangeant de traiter l'aspect religieux dans un film d'horreur, parce que ça peut être gênant si le film est trop irrespectueux. En tout cas, moi je trouve pas intéressant un film qui va cracher gratuitement sur la religion alors même qu'il exploite le thème religieux pour créer le sentiment d'angoisse, d'horreur, les démons, etc. Là je trouve que c'est fait avec respect et intelligence. Il y a des moments d'interaction entre la jeune femme et le père où il lui explique un petit peu les traditions,
tradition, comment ils fonctionnent. Je trouvais ça intéressant, c'est plutôt une plus-value pour le film. Après, évidemment, comme dans tout film d'horreur où on va faire apparaître la bébête, il y a des effets spéciaux et il y a la bébête. Si vous suivez sur la chaîne, vous connaissez mon point de vue sur le fait de faire apparaître la bébête. Moi, je préfère la suggestion dans un film d'horreur. Je trouve que quand on est trop direct, ça casse l'angoisse et la magie. Une fois que t'as vu à quoi ressemble le machin, personnellement, ça fait disparaître en fait tout sentiment d'angoisse et d'oppression, parce que l'angoisse et l'oppression, c'est de ne pas savoir ce qui est en train de t'arriver, et même si ça se trouve, il ne t'arrive rien et tout est dans ta tête. Ça, c'est intéressant. Quand on monte la bébête, ça m'intéresse beaucoup moins. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment. Là, pour le coup, la bébête, je l'ai pas trouvée très intéressante. Je trouve que bon, au moins ils ont joué sur un côté où on la voit pas vraiment trop bien, on la devine mais pas trop, mais voilà, c'est la bébête, c'est très cliché, ça apporte pas grand chose. J'ai trouvé ça un peu dommage, un peu trop gros. Il y a un moment où ils jouent sur les apparences, pour le coup j'ai trouvé ça plus intéressant que le moment où tu vois vraiment le bestiau quoi, enfin je sais pas comment dire ça, moi je suis vraiment plus dans la suggestion, je trouve ça beaucoup plus inquiétant. Mais après, c'est mes goûts à moi. Il y a d'autres effets spéciaux qui sont avancés. Des plutôt classiques autour de l'appareil photo, par exemple, ça c'est plutôt du déjà vu. La vieille cassette, évidemment, j'ai envie de vous parler de Archive 80, qui est une série de Netflix entièrement basée sur le fait de restaurer des vieilles cassettes et de créer le sentiment horrifique en regardant des vieilles cassettes. Les vieilles cassettes, c'est vraiment un classique, là. Les VHS, c'est vraiment un truc cliché de chez cliché. On a droit à beaucoup de déjà vu et beaucoup de codes qui sont assez classiques, mais heureusement, ils arrivent quand même à apporter des petits trucs en plus. Par exemple, tout ce qui se passe autour des miroirs et des draps blancs. Je vais pas vous en dire plus, mais ça j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est en pleine lumière, c'est-à-dire qu'on ne se cache pas, on n'essaye pas de faire des tricks, d'effets spéciaux, de machin, c'est en pleine lumière et ça fait son effet. Et ça me fait penser du coup au court-métrage qu'il avait fait dont je vous ai parlé, Vicious, où effectivement il te laisse des temps entiers dans son court-métrage où tu vois bien le truc qui est pas censé être là, tu vois bien l'anomalie, il y a rien d'inquiétant, le personnage va s'approcher de l'anomalie parce que c'est anormal, il s'approche et t'as pas d'explication. Et ça, c'est bien! Donc, il y a des trucs qui sont très intéressants, mais bon, c'est un petit peu surchargé de déjà vu, malheureusement. Du coup, est-ce qu'on peut parler vraiment de sentiments et d'ambiance angoissante, d'ambiance de peur? Est-ce vraiment un film d'horreur? Je dirais oui, bon déjà, parce qu'ils utilisent quand même beaucoup les jumpscares dans le film. Il y en a quelques-uns que j'ai trouvé très efficace, honnêtement, dont un qui a secoué toute la salle. Il y a eu vraiment un vent de dans la salle, c'était assez drôle. J'y suis avec ma pote, elle a sursauté, je vous jure, elle a fait bouger toute la rangée de chaises. Vraiment, tout le monde dans la salle a eu un sentiment de malaise à ce moment-là, et j'ai trouvé ça très sympathique parce que ça veut dire que pour le coup, le jumpscare était extrêmement bien pensé, et même moi, je l'ai trouvé très intéressant. Je l'ai vu venir vraiment au dernier moment. D'habitude, les jumpscares, mais je les vois à 6000 km parce que je suis une habituée des films d'horreur, mais là, pour le coup, j'ai trouvé ça très intéressant parce que le jumpscare, tu te rends compte au dernier moment si tu connais les codes, si tu connais pas les codes, tu te fais avoir. Et pour le coup, je l'ai trouvé bien pensé. Il y en a d'autres qui sont un peu moins bien. Il y en a un notamment qui me semble est dévoilé dans la bande-annonce, malheureusement, qui est complètement déjà vu puisque c'est une scène qu'il y a déjà dans le Annabelle de 2014. Là, pour le coup, ils auraient dû enlever la scène quand ils se sont rendus compte qu'ils ont fait quasi un littéral copier-coller. C'est vraiment dommage. Mais au-delà de ça, je trouve qu'il y a vraiment des moments qui sont un petit peu transcendants. Alors, c'est pas non plus du génie absolu, mais il y a des idées, il y a des moments qui sont pas mal. La scène dans la nuit où le jeune homme est en bas des escaliers, je ne vous en dis pas plus. 2-3 scènes que je trouve plutôt sympa. Ça, plus le background avec les détails sur la démonologie juive, ça, plus le côté un petit peu oppressant, l'ambiance un petit peu oppressante qui est développée dans les décors. Honnêtement, il y a vraiment du potentiel dans ce film, même si malheureusement, il est très alourdi par beaucoup de déjà-vus, que ce soit au niveau de l'horreur ou au niveau de l'ambiance. Autre point qui est très malheureux, la musique qui est inexistante. Alors honnêtement, la musique, elle est inexistante, c'est vraiment dommage, mais par contre, ça a un intérêt, ça a un point positif, il y a beaucoup de place pour le silence, il y a beaucoup de place pour les très fameux chuchotements démoniaques. Les chuchotements démoniaques, c'est la base, et il y a des chuchotements démoniaques, alors effectivement, c'est un effet déjà vu, mais je trouve que les chuchotements démoniaques, c'est un peu comme un bon jumpscare, s'ils sont placés au bon moment, ça peut être un très bon effet, et là, je les trouve plutôt pas mal, mais surtout, il y a un truc que j'ai trouvé vraiment bien dans la bande sonore, c'est qu'il y a un son horrible, horrible pour le personnage, mais aussi horrible pour nous. Il y a un son horrible dans nos oreilles, à certains moments, qu'on suppose être en relation avec le démon, mais on n'en sait pas plus. Et ça, j'ai trouvé ça très bon, parce que honnêtement, déjà, moi, si je dois me représenter ce que c'est que de devenir fou, que d'être possédé, je pense que c'est ce genre de bruit atroce dans la tête H24, ça peut détraquer quelqu'un, hein, très clairement. Mais alors en plus, j'aime bien. J'ai bien aimé, ça m'a marqué, j'ai trouvé ça intéressant. En plus, personnellement, je suis très sensible aux sons désagréables, j'aime pas du tout ça. Du coup, j'ai eu un sentiment, c'est même plus du malaise, c'est de pas être bien à cause de ça. Et je trouve que l'utiliser dans le film, c'était vachement bien. Honnêtement, de ce côté-là, très bon point, cette espèce de son ignoble, très bon point. Par contre, si vous êtes sensible de l'oreille, je sais pas si vous avez des acouphènes ou des trucs comme ça, je suis pas sûre que ce soit super agréable, mais
très très bon point pour l'ambiance emprise. Le côté emprise, là pour le coup, t'as le côté emprise. Maintenant, à côté, les passages musicaux sont complètement inintéressants. Le dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est le scénario et surtout le rythme, parce que c'est surtout basé sur du rythme. Honnêtement, le scénario, il est prévisible, même si j'ai aimé le choix qui est fait par la fin. C'est, voilà, tu vois à peu près tout venir. Il y a rien de particulièrement original, il y a rien de particulièrement qui sort des sentiers battus. Il y a quelques bonnes idées par moment, mais c'est vraiment des idées de mise en scène plutôt que des idées scénaristiques. Donc au final, ça ne repose pas vraiment sur l'histoire, où tu sais exactement où tu vas. Tout repose pour intégrer le spectateur, pour maintenir ton attention durant les 1h33 de film. Tout repose sur le rythme et sur les jumpscares. Et ça, c'est à la fois un peu malheureux, mais également très efficace. Honnêtement, je suis pas du tout sortie du film, j'étais bien. J'ai suivi mon histoire, j'ai trouvé ça sympathique, je voyais des petits trucs intéressants, etc. Donc de ce côté-là, c'est intéressant. Maintenant, effectivement, j'ai pas du tout été surprise au niveau scénaristique. En fait, il va uniquement de scène intrigante en scène intrigante, de scène de tension en scène de tension, où en fait, on passe notre temps à chercher si la bébête, elle va apparaître quelque part. Pas plus que ça, enfin. Pas plus, il y a quand même un point que j'ai trouvé extrêmement positif. Je sais pas d'où c'est sorti, c'est probablement le génie de l'acteur en lui-même. Je trouve que les scènes entre le fils et le père, et notamment les scènes du père, m'ont énormément touchée. Alan Corduner m'a vraiment beaucoup touchée. Je trouve que c'est un très bon acteur, je trouve que ce soit ses lignes de dialogue, mais surtout son acting et cette émotivité qu'il a dégagée pendant tout le film par rapport à son rôle de père et sa position dans la famille et ses regrets, etc. Je l'ai trouvé très très bon. D'autres acteurs sont plutôt moyens, surtout Nick Blood, donc l'acteur principal que j'ai trouvé très en dessous. Je sens qu'il y a une différence de niveau qui est assez énorme, mais honnêtement, Alan Corduner, je trouve qu'il a apporté une émotivité supplémentaire au film que les autres personnages n'ont absolument pas apporté. Je suis même pas certaine que le scénario lui-même l'ait apporté. C'est-à-dire que c'est vraiment dans la façon dont il a incarné son personnage et dans les émotions qu'il lui a donné, qu'il a donné une plus-value, et là encore c'est un très bon point pour le film, parce que pour moi, en plus d'avoir eu un rythme sympathique et de l'intrigue et de la tension plutôt bien menée par moment et moins prévisible par moment, on va dire ça comme ça, j'ai surtout été très accrochée émotionnellement par ce père qui m'a beaucoup touchée. Donc du coup, l'un dans l'autre, je me suis pas du tout ennuyée, donc au niveau du rythme, ça fonctionne, mais ne vous attendez pas à être surpris par le scénario. Donc on en arrive à mon bilan. Écoutez, c'était plutôt très sympathique. Sincèrement, j'ai passé un bon moment. C'est clairement pas le film d'horreur de la décennie, il va pas renouveler le genre, mais c'était sympa. Le rythme est bien mené, l'histoire est classique, mais avec quelques pépites de chocolat par-dessus, ce qui fait que c'est quand même sympathique parce qu'il y a quelques petits points, que ce soit la culture juive, que ce soit quelques bonnes idées au niveau de la mise en scène, quelques bonnes idées au niveau des jumpscares, qui ponctuent tout ça plutôt positivement, ce qui fait que j'ai passé, honnêtement, un bon moment. Et j'ai l'impression que dans la salle, les gens ont également passé un bon moment. Ah, le point salle, on a encore eu beaucoup de blabla, on a eu du téléphone, on avait un groupe de petits couillons. Je les ai mis en photo story au début de la séance, puisque à peine installés, ils ont mis leurs pieds sur les chaises de devant avec leurs chaussures, c'était absolument... Enfin, tu savais déjà qu'ils allaient enquiquiner l'humanité. Plusieurs personnes leur ont dit chut, et j'ai vu visuellement, ils étaient sur la rangée là-bas, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont levés pour aller leur dire de se taire. Donc merci à ces gens-là. Moi honnêtement, quand je vais en salle toute seule ou juste avec une copine, je ne me lève pas pour aller dire à un groupe de mecs de se taire. J'aimerais pouvoir vivre dans un monde où je pourrais le faire. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais merci à eux. Mais au-delà de ça, on n'a pas eu de buveur de whisky. Yes, si vous comprenez pas la référence, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Megan. Au niveau de la réaction de la salle par rapport au film, j'ai senti qu'il y avait quand même une certaine angoisse, une certaine tension. Les gens ont réagi sur les chaînes de jumpscare. Donc j'ai le sentiment qu'on a tous plutôt passé un bon visionnage. Et le film était en fait assez captivant finalement, malgré son côté déjà vu et son côté plutôt cliché. En y réfléchissant, je me suis dit que ce film me faisait un peu penser à Black Phone. Alors c'est pas du tout les mêmes thématiques ni rien. Que ce soit dans ce film-là ou dans Black Phone, l'histoire est plutôt classique, tu vois où va venir le dénouement. Il y a malheureusement des bébêtes et des apparitions qui sont très, on va dire, assumées visuellement et qui pour moi cassent un petit peu l'attention, mais qui peuvent fonctionner pour d'autres. Et surtout, on a quelques moments, quelques génies, quelques plans vraiment intéressants et un acteur qui va être magnétique dans l'histoire et qui va nous permettre de, dans le cas de Black Phone, créer de l'angoisse assez intense, dans le cas de ce film, créer de l'émotivité et une relation émotionnelle avec les personnages. Donc je trouve qu'on a un petit peu le côté recette qui fonctionne, alors c'est pas avec les mêmes ingrédients, mais l'équilibre est un petit peu semblable. Donc je pense que si vous avez apprécié Black Phone, vous pourrez apprécier ce film parce que il y a le même équilibre entre les forces, même si c'est vraiment pas les mêmes thématiques. Donc voilà, si vous voulez voir un petit film d'horreur bien sympathique, avec des jumpscares bien placés et une ambiance plutôt oppressante, je vous recommande ce film, et tant que j'y suis, je vous recommande
Possédé et The Vigil, qui sont deux autres films d'horreur qui s'inscrivent dans les traditions de la religion juive et qui sont plutôt également très sympathiques. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo sur le film L'Emprise du Diable. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur la vidéo ou votre avis sur le film. Est-ce qu'il vous tente? Est-ce que vous allez aller le voir? Est-ce que vous l'avez déjà vu? Je sais que moi j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc je vous sors la vidéo 2 jours avant sa sortie en salle, mais au moins si le film vous intéresse, vous pourrez dès à présent réserver votre séance. Donc dites-moi si c'est le cas. Si vous avez apprécié la vidéo, vous avez le bouton j'aime juste en dessous. Ça fait toujours plaisir et en plus ça me soutient dans ce que je fais. Si c'est la première fois que vous passez sur la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, c'est gratuit, c'est également juste en dessous de la vidéo. Pareillement, ça me soutient dans ce que je fais, mais surtout ça vous permettre de suivre mes autres contenus. On fait des vidéos d'avis, d'actualité, plateforme, cinéma, streaming, 3 fois par semaine. On fait également des top 10 ainsi que des shorts pour suivre des séries ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez aussi activer la cloche d'ailleurs. Moi, je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être l'Emprise du Diable au cinéma. Comme toujours, prenez soin de vous et nous on se dit à très vite. Sachez qu'il est plutôt tôt, le soleil s'est pas levé il y a longtemps, il est... Voilà, il est 8h20. J'ai décidé en ce début d'année de pas forcer, enfin je vous ai déjà expliqué sur Twitter et sur Insta. Je suis ric-rac, on va dire, au niveau burn-out depuis un petit mois maintenant. C'est pas spécifiquement à cause de la chaîne, c'est plutôt à cause du boulot, mais je peux pas trop jouer sur le boulot, donc je joue sur le temps que je passe sur la chaîne. Et j'ai décidé, en bonne résolution de 2023, d'essayer de pas forcer en fait. Quand je suis fatiguée, quand je suis au bout, bah je fais pas 2 heures de plus, je me couche pas 2 heures plus tard, je force pas. Du coup hier soir, bah j'ai bossé jusqu'à 22h et des bananes. Bah à 22h, non, j'ai pas filmé la vidéo, je me suis dit que je la filmerais ce matin et que je verrais si j'ai le temps de la monter dans la journée. Si j'ai pas le temps de la monter dans la journée, je la monterai ce soir. Et voilà, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas encore pris mon petit déj, j'en suis au café. Et on est parti pour une petite vidéo matinale. À la réalisation, nous avons Jane Doe Identity. Voilà, je connais, on va dire, je connais le chemin, voilà, je connais, je sais où je suis quand il y a des jumpscares. Enfin, le père. Là tu sens qu'il y a un truc qui est dans ta tête qui devrait pas être là. Donc ça joue beaucoup, mais honnêtement, le scénario, il est prévisible. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout sur le film. Waouh, filmer tôt le matin, c'est un peu hardcore. Bon, il est 9h30, je vais me mettre sur le montage. Le lundi, je vais au travail que l'après-midi. Donc, enfin que l'après-midi, j'y vais pour 13h. Donc j'ai un peu de temps le matin, mais en général, je rush de ouf la vidéo du lundi. Je me couche tard le dimanche soir. Et ensuite, je reprends le montage le lundi matin. Là, je sais pas du tout si je vais pouvoir faire ça. Donc on va voir. Je finis mon café et je m'y mets. Et je vais déjeuner aussi parce que j'ai pas encore déjeuné. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Les scènes génériques sont pas trop longues aujourd'hui parce que j'essaie de me speeder.